c'est à vous. Bonsoir, nous sommes ensemble et en direct jusqu'aux alentours de minuit et demi, heure à laquelle vous avez rendez-vous avec Nagui pour son émission Taratata. Mais jusqu'à présent, c'est vous que nous allons entendre sur l'antenne d'Europe 1. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Quentin et Assiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et à tout moment, vous pouvez vous joindre à la discussion en appelant le 39 21, standard d'Europe 1, ou nous laisser un message par SMS au 7 21 21 en écrivant d'abord le mot-clé nuit, ou par courriel sur le site internet de l'émission. Vous tapez tout simplement dublanche.europe1.fr 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et on accueille tout de suite Peggy. Bonsoir Peggy. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors Peggy, vous dites que vous vous trouvez dans une situation impossible. Ce sont vos mots. Parce que vous n'arrivez pas à vous défaire d'un homme qui dit vous aimer. Mais vous n'êtes pas heureuse pour autant dans cette relation parce que cet homme vous ment, vous manipule, dites-vous. Voilà. Me manipule, me trompe, m'abandonne pour une ou pour une autre, et quand il revient, est tout feu tout flamme et utilise toutes les faiblesses que je peux avoir pour me ramener à lui. Donc je ne sais plus comment me sortir de cette histoire infernale. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui ? Là, ça fait 2 ans, mais ça a été entrecoupé de nombreux retours de son ex-femme dont il est divorcé depuis bientôt 3 ans. D'accord. Alors, quand vous dites qu'il fait tout pour vous ramener à lui, c'est-à-dire que vous avez essayé de rompre entre-temps ? Je lui ai dit des dizaines de fois, oui, que je ne voulais plus le voir, et je suis harcelée de téléphones, de messages, de mails, de chantage au suicide, de pression, de chantage affectif, de pression sur, il sait les difficultés que j'ai en tant que maman seule, donc il se rend indispensable. Il connaît en fait toutes mes faiblesses et il se sert de tout ça pour se rendre indispensable, et du coup je suis faible et je n'arrive pas à décrocher. Vous avez combien d'enfants, Peggy ? J'ai deux petits garçons de 5 et 7 ans. Oui, leur père n'est plus présent pour eux ? Si, bien sûr, j'ai mes enfants en garde alternée, donc ça se passe très bien de ce point de vue-là. Et mes enfants vont très bien. Bon, ça c'est important déjà. Oui. Et comment vous dites qu'il joue de vos faiblesses, c'est-à-dire, vous pouvez me préciser un petit peu ? Par exemple, il sait que mes enfants aiment le sien. Il a un petit garçon de 10 ans et ils s'adoraient tous les 3, et sans cesse, il me dit, par exemple, oui, tes enfants, ils seraient contents de revoir mon fils. Mon fils ne demande que ça. Il fait pression. Il utilise en fait tout ce qui sait être important pour moi, à savoir par exemple le bonheur de mes enfants. Oui.
Ça peut être aussi des pressions matérielles. Il sait que comme je suis seule, je rencontre des difficultés en tant que femme. Donc Oui. voilà, ce genre de choses. C'est du soutien moral parce que je suis quelqu'un d'un peu fragile, surtout depuis que son ex-femme est revenue la deuxième fois. Je suis retombée dans des crises de panique. Donc c'est vrai que j'ai besoin d'un soutien plus important qu'avant, alors qu'avant j'allais bien. Mhm. Donc il utilise tous les moyens de pression imaginables, y compris la tendresse que j'ai pour sa fille aînée, ainsi que mes valeurs, tout pour me convaincre du bien fondé de ses sentiments et beaucoup de déclarations d'amour surtout, beaucoup de rappels des bons moments qu'on a passés. Oui, parce que finalement, jusque-là, il utilise des arguments qui sont extérieurs à votre relation. Il fait appel à votre cœur de mère. Voilà. Dites le bien-être de vos enfants, donc vous ne pouvez qu'y être sensible. Mm. Mais quand même, ce qui est la priorité, c'est ce qui vous unit, à cet homme, dans cette relation. Or, bon, il vous fait part de son amour, mais à côté de ça, vous dites qu'il vous manipule et qu'il vous trompe. Il m'a pas trompée dans le sens où à chaque fois que son ex-femme est revenue, je suis partie parce que j'ai découvert à chaque fois dans des circonstances qui ne venaient pas de lui. C'était toujours des concours de circonstances et sinon je ne l'aurais sans doute pas su. Et donc je suis partie à chaque fois. Et quand son ex-femme repartait, il revenait à la charge. Et comme moi, à ce moment-là, j'étais fragile parce que j'étais abandonnée et je me sentais terriblement seule et dans l'incompréhension parce que j'avais accordé totalement ma confiance à cet homme. Eh bien, en fait, je retombe dans le panneau tout le temps. Tout le temps. Et je suis suivie par une psychanalyste depuis qui m'explique qu'il m'apporte des choses en fait et c'est ces choses-là qui me font rester auprès de lui malgré que je sais qu'il m'a menti et qu'il m'a fait du mal. Je ne comprends pas pourquoi je lui pardonne alors que c'est pas que je lui pardonne, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller vers lui malgré tout le mal qu'il m'a fait. Que vous apporte-t-il alors ? Eh ben de la tendresse, de l'écoute, des moments de drôle, on s'amuse beaucoup. Ce genre de choses, une grande complicité. Voilà, quand il est là, c'est comme ça. Et dès qu'il a fermé la porte, eh ben tout s'écroule. Je me dis, mais Peggy, tu vas encore te faire avoir. Il ment, parce que tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé, il nie tout en bloc. Il n'est responsable de rien. Il met tout sur les épaules des autres. Mais que lui reprochez-vous ? Le mensonge et l'absence totale de sincérité, je pense. Mais parce que actuellement, il est séparé de sa femme ou Oui. Il est toujours avec elle ? Non, elle est repartie il y a 6 mois et ça fait 6 mois qu'on joue au j'y retourne, je m'en vais, j'y retourne, je m'en vais. Mais que voudriez-vous ? Je voudrais, je ne sais pas. Je voudrais rencontrer quelqu'un de normal, en qui j'ai confiance, quoi. Vous ne voulez pas construire avec lui ? C'est impossible. C'est impossible parce que je ne peux plus retourner chez lui. C'est passé trop de choses, je ne peux plus. Vous ne lui faites plus confiance ? Non, je n'ai aucune confiance en lui. Je pense qu'il a des sentiments pour moi, mais je n'ai aucune confiance en lui. Je pense que dès que j'ai le dos tourné... Quand vous dites qu'il vous trompe, c'est avec son ex-femme ? C'est avec elle qu'il m'a trompée, oui, plus maintenant. Quand elle revenait vers lui ? Voilà. C'est-à-dire qu'il m'a abandonnée, et à chaque fois, du jour au lendemain, pour elle. Et ces derniers mois, j'ai essayé de m'en dépêtrer et
Je lui disais, mais tu n'entends pas ce que je te dis, je ne veux plus de toi. Et il me disait, non, je ne t'écoute pas, je sais que c'est pas vrai, donc il ne me laisse pas de répit. Et tout en me disant ça, en fait, j'ai découvert qu'il avait repris contact avec une autre femme encore qu'il a connue il y a 2 ans. Et qui m'a contactée parce qu'elle elle comprenait pas non plus son fonctionnement, et on s'est rendu compte toutes les deux qu'il nous voyait toutes les deux, enfin qu'il était en contact avec nous deux en même temps. D'accord. C'est une personne enfin on ne sait jamais où est la vérité, on ne sait pas. Et qui, bizarrement, affiche une totale transparence en montrant sa messagerie mail, en laissant la porte ouverte, en me disant « regarde mon téléphone ». Il affiche une totale transparence, et puis après, on apprend des choses. C'est difficile, c'est tellement abracadabrant que... Alors en même temps, vous vous accrochez à ce qu'il vous apporte. Oui. Cette tendresse, cette complicité quand il est présent, parce que vous avez peur de la solitude. Voilà, j'ai peur. Il est tellement à me dire que je suis belle, que je suis... Enfin bon. Vous en avez besoin en ce moment. Je pense que oui. Vous êtes séparée du père de vos enfants depuis combien de temps ? Ça fait 4 ans maintenant. Oui. Oui. Et je pense, oui, que j'ai besoin de... Je me sens vivante avec lui. En fait, c'est ça. Oui. Mais quand il n'est pas là, il ne me manque pas. C'est important, ça, quand même. Voilà, c'est le paradoxe. Vous n'êtes pas en souffrance ? Ben non. Au début, oui, quand j'étais amoureuse, il fallait que je l'appelle tout le temps, alors que là, non. Il ne me manque pas. Oui, donc vous avancez quand même, hein, Peggy ? Oui, tout à fait, j'avance. Oui, vous n'êtes plus dans une dépendance. Vous pouvez vous passer de lui. Oui, je peux. Mais en même temps, je me dis, je peux parce que je sais qu'il est toujours là, qu'il parce qu'il est en demande, donc vous savez que au fond c'est vous qui avez le choix d'aller vers lui ou pas. Voilà. Donc c'est rassurant, c'est plus confortable pour vous. Vous n'êtes pas rejeté par cet homme, c'est vous qui avez la possibilité de dire oui ou non. Ah, tout à fait, oui. Mais du coup, je n'arrive pas à savoir si vraiment j'arrivais enfin à terminer cette histoire, si je fais une erreur ou non, en fait. Si je me trompe, si je fais... pourtant, vous êtes assez clair, hein, dans votre discours, tout au moins, puisque vous dites que vous n'envisagez pas de construire avec lui, puisque vous ne lui faites pas confiance. C'est-à-dire que même si vous partagez des moments de complicité, vous vous sentez vivante avec lui, au fond, c'est quand même pas un homme qui vous rassure. Vous ne parvenez pas à lui faire confiance. Vous auriez, au fond, peur qu'il vous trompe, qu'il ait une double vie. Enfin, il y a trop de zones d'ombre chez lui. Ah oui, tout à fait. C'est hors de question que je retourne chez lui, que je remette mes enfants dans cette histoire. Pour moi, c'est une évidence que je ne peux pas construire. Je ne veux pas. Je ne veux pas, mais je ne veux pas, c'est la raison, si vous voulez, qui parle là. Donc c'est plus quelqu'un que vous rencontrez dans cette période de transition après votre séparation, où il vous rassure sur vous-même quand il vous dit qu'il vous trouve belle, ou... Je pense, oui, qu'il a réparé certaines choses, ça c'est une certitude. Oui, il vous aide par certains côtés à reprendre confiance en vous-même. Oui. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas un homme avec qui vous pourriez construire une relation dans la durée. Ça, vous en êtes consciente? Oui, j'ai pas confiance en lui. Bon, et c'est important de pouvoir faire confiance. Ah oui, et là non. Avec votre précédent compagnon ou mari, vous aviez perdu confiance en vous?
Oui, justement, oui, justement, mon compagnon actuel m'a redonné confiance sur un certain nombre de points. Sur le plan de votre féminité? Oui, par exemple, oui. Hmm. Oui, oui. C'est important déjà. C'est une certitude, oui. Vous vous sentez de nouveau désirable, séduisante? Ah oui, 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 j'existe avec lui et je pense que c'est ça qui me retient. Bon, c'est important s'il vous donne cette assurance, s'il vous a permis de retrouver cette assurance-là. Ah oui, 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 bien sûr. Mais ça, vous l'avez déjà pour vous et vous allez sentir que d'autres hommes vous trouvent attirante, hein, Peggy? J'espère. Que c'est pas propre à cet homme-là. Même si vous ne sentiez plus ce regard-là désirant chez votre mari, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent chez d'autres hommes. Non, mais j'ai tellement peur que d'avoir une telle complicité avec quelqu'un, j'ai peur de jamais retrouver ça en fait. Oui, mais peur ça de passer à côté de ma vie. Vous avez quel âge? J'ai 38 ans. Oui, vous êtes très jeune, l'avenir reste ouvert, hein, largement. C'est toujours, c'est ce qui est toujours difficile après une séparation, c'est que si on se sépare, il y a forcément une partie de soi qui est toujours un petit peu abîmée. C'est que quoi qu'on en dise, même si on n'est pas en conflit ouvert avec l'autre, on perd quand même un peu confiance en soi, parce que généralement dans la relation conjugale, qu'on soit marié ou pas, ou dans la relation amant, il y a moins de désirs qui circulent, on se sent moins belle, moins beau, moins séduisant, moins aimé, et donc on pense qu'on a perdu cet attrait-là. Donc on va avoir tendance à le rechercher chez d'autres pour se rassurer. Ça c'est assez communément partagé, Peggy, après une rupture. Oui, je sais, oui, parce que je l'ai vécu il y a 4 ans déjà. Et cette peur de ne pas retrouver une complicité aussi, parce que cette complicité, elle arrive pas immédiatement. C'est quelque chose qui se construit. Quoique, parfois, vous savez, c'est ce qu'on peut retrouver justement, et ce qui nous fait tellement vibrer, et ce qui nous donne cette sensation d'être tellement vivant, justement, pour reprendre votre expression qui est tellement juste. Et c'est pour ça qu'on s'attache tellement à l'autre, hein, qu'on a besoin, c'est la force du désir. Quand on rencontre quelqu'un, ou ça peut être lors d'un dîner, peu importe d'ailleurs les circonstances de la rencontre, où tout d'un coup on sent qu'il se passe quelque chose, où avec cette personne-là, il y a un courant, il y a tout d'un coup dans l'échange, c'est pas plat. Voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a tout notre être qui vibre, qui fait que on est dans un partage où l'autre pourrait terminer nos phrases, où il y a quelque chose d'une complicité, ce qui fait dire d'ailleurs aux amoureux, on a l'impression de se connaître depuis toujours, au fond. Alors, on dit, c'est vrai que ça arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver plusieurs fois dans une vie. J'espère. Oui. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis au quotidien avec cet homme-là. Et j'ai tellement peur, justement, que de passer à côté de l'histoire d'amour de ma vie, que voilà. Mais vous savez, au fond, que c'est pas avec lui. Oui, je le sais. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour véritable, enfin, où on peut construire s'il n'y a pas de la confiance, véritablement. Je le sais parce que je pense que sinon je serais auprès de lui là maintenant. Je pense que j'ai une petite voix qui m'empêche de... Oui, puisque rien, au fond, ne vous en empêche. Il n'y a plus d'obstacle. Vous êtes vous disponible, lui aussi. Donc qu'est-ce qui vous empêcherait au fond d'être ensemble?
Ben, le regard des autres, je pense, après, parce que tout le monde sait ce qu'il y a eu. Il y a quand même des choses qui rentrent en ligne de compte. Pas seulement Peggy, au fond. Comme vous dites, c'est plus cette petite voix qui vous dit que cet homme-là, vous seriez toujours en alerte et sur le qui-vive. Ah oui, et au tout à fond, fait. pas très heureuse. Ah non, non, non. Ça va pour des moments. Voilà. Bon, Voilà. c'est une rencontre qui vous aide un peu à vous retrouver, à reprendre confiance en vous. Mais comme vous dites, quand vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas mal. Bah non. Vous n'êtes pas au fond du gouffre. Je l'ai été et je l'ai recontacté alors que je l'avais laissé. Donc je l'ai quand même été à un moment donné. Oui, à un moment donné. Mais entre-temps, vous avez fait du chemin. Bah, depuis, j'en ai refait de nouveau, oui. Et c'est vrai que j'ai peur de refaire cette erreur. Oui, mais justement, les expériences généralement que l'on peut faire nous servent, et surtout quand on fait un travail sur soi comme vous le faites, Peggy. C'est de ne pas retomber en général dans les mêmes erreurs. C'est de prendre, après tout, ce que cet homme vous donne, mais de ne pas en attendre autre chose. Et puis peut-être, si la relation s'arrête, qu'après tout, il vous relance, de ne pas reprendre. Parce que au fond, il semble beaucoup plus fragile et dépendant que vous. Quelqu'un qui vous relance en faisant du chantage au suicide, c'est quand même le signe d'un déséquilibre. Je pense, oui, qu'il est plus fragile que moi, mais je ne suis pas convaincue que c'est par rapport à moi. Ah non, ça certainement. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est lié à son histoire. Ah oui, oui, parce que j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à ça, et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, et je pense pas effectivement que c'est moi qui justifie ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je crains malgré tout. Hein. Alors je reçois un message du subversif qui est fort intéressant, qui dit: cet homme s'échappe par peur de la vulnérabilité, vous par peur de ses escapades. Vous pouvez vous rassurer ou aggraver vos névroses. Intéressant. Oui. Et oui, parce que finalement, il y a un temps où cet homme vous a rassuré sur vous-même, sur votre féminité, sur le fait que vous plaisiez, que vous étiez toujours une femme attirante. Et puis, la relation perdurant dans le temps, vous commencez à vous angoisser en réfléchissant sur votre relation, sur le sens de cette relation, sur quelle est votre place dans cette relation. Donc, à un moment, c'est là où ça interroge, c'est-à-dire pourquoi continuer finalement ? S'il y a une vie ailleurs qui reste ouverte, pleinement ouverte, et qui correspondrait mieux, semble-t-il, à vos attentes. Je pense, oui. Parce que comme le dit Annie, quand on n'a plus confiance en l'autre, aucun intérêt. Ah ben non, tout à fait, tout à fait. L'ennui, c'est qu'il continue à me rassurer sur ma féminité, mais en même temps, oui. C'est lui qui m'a trahi. Donc oui, mais Peggy, justement, que de contradictions, c'est-à-dire que à un moment, des hommes qui vous rassureront sur votre féminité, sur le fait que vous êtes désirable, que vous êtes une femme qu'ils ont envie d'avoir dans leurs bras, qu'ils ont envie d'aimer, vous en trouverez d'autres, et tout en sachant être aimant, attentionné et beaucoup moins vulnérable que cet homme-là. Et avec qui vous pourrez véritablement partager beaucoup plus que des moments et construire véritablement une relation. Et ne pas vous contenter de moments volés.
Oui, parce que là, c'est ça. Je me cache parce que je ne veux même plus que personne ne le sache. Oui, mais parce que vous avez peut-être peur, et ce qui peut se comprendre compte tenu de ce que vous avez vécu dans votre précédente relation, ça c'était à travailler avec votre psychanalyste, peut-être peur de vous engager à nouveau. Donc au fond, ça vous arrange aussi peut-être d'être dans une relation où vous savez que vous ne pouvez pas construire. Peut-être que pour le moment, au fond, vous y trouvez un certain intérêt à ne pas construire actuellement. C'est ce qu'il m'a dit hier. Tiens, il m'a dit que j'avais pas l'air de vouloir construire une famille. Qui vous a dit ça? Lui, justement, mon compagnon actuel. Oui, mais enfin, ça l'arrange lui aussi, je pense, en l'occurrence. Je ne sais pas, parce que lui, c'est ce qu'il voudrait, c'est ce qu'il attend de moi. Oui, enfin, s'il voulait vraiment, il s'y prendra autrement. L'important, c'est pas tant ce qu'il veut, c'est ce que vous êtes prête à faire. Réfléchissez plutôt avec votre psychanalyste, je pense, sur cette question-là. Oui, mais c'est déjà fait. Oui, mais continuez. Oui, il y a du travail encore. Oui, oui, mais c'est normal, Bon travail alors, Peggy. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Stanislas Foudel. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, j'ai des ennuis avec mon téléphone. Je suis en train de le recharger. Par moment, ça fait un drôle de bruit. Bon, on va essayer. Sinon, il faudra me rappeler sur mon fixe qui est en bas. Voilà. Écoutez, vous m'entendez, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, maintenant ça remarche. Bon, ça remarche bien. C'est parce que je suis en train de le recharger là. Bon. Alors écoutez, c'est parce que j'ai entendu l'émission d'hier soir. Ça m'a presque fait rire. C'était une femme qui se refusait à son mari. Moi, je me refuse également à mon mari. Et lui est persuadé que c'est un cas unique, que ça n'arrive jamais. Voilà. Pourtant, vous parlez monsieur, de Victor, du Victor, témoignage de Victor hier soir. Voilà, hier soir, oui. Oui, mais moi, je pense que c'est un cas un petit peu différent parce que, bon, d'abord, j'ai 68 ans, je sais pas, ils étaient plus jeunes que moi déjà. J'ai 68 ans. Il avait 59 ans, Victor, oui. Sa femme, 57. Oui, sa femme, oui. Et mon mari est un alcoolique. Donc c'est un peu difficile. Avec un alcoolique, il a évidemment des difficultés à avoir des relations sexuelles, bien sûr. En plus, il a des ennuis respiratoires. Ça fait déjà au moins 20 ans. La première fois que ça s'est passé, quand il était en train d'essayer de faire l'acte sexuel, il étouffait. Il avait son cœur qui s'arrêtait et d'un seul coup, mon cœur, ça va pas. Bon, un jour, il en a parlé au docteur qui lui a dit, mais monsieur Dupuis, avec tout ce que vous fumez... Ne donnez pas de nom de famille, surtout. Oui. Non, je donne pas de nom de famille. Il faudrait déjà arrêter l'alcool et la cigarette. Eh ben, il ne veut pas croire que c'est uniquement à cause de ça que ça ne fonctionne pas. Moi, je veux bien me donner à un homme qui soit en état de fonctionner, si vous voulez. Et je voudrais savoir si vraiment il n'y a que ça qui peut arrêter la fonction, la libido d'un homme. Cigarette et alcool. Il a des envies, mais il ne peut jamais arriver au bout de son travail, si vous voulez. En plus, il ne mange pas. Vous appelez ça un travail? Ah oui, parce que pour moi, c'est vraiment un travail. Oui, pour vous, c'est laborieux alors. Pour moi, c'est vraiment laborieux. C'est laborieux, c'est ce que vous sous-entendez. Je tremble parce qu'il arrive des fois à perdre son souffle. Oui, c'est angoissant finalement pour vous. C'est angoissant pour moi. C'est angoissant. Oui. Et il ne veut pas se résoudre à faire quelque chose pour que ça marche mieux, quoi. Il s'imagine que ça vient de moi. C'est difficile. Mais c'est-à-dire qu'il est dans un déni par rapport à son problème d'alcool? Oui, total. Depuis combien? Oui. Il admet qu'il boit trop, mais il dit si je peux pas baiser, si je peux plus boire, si je peux pas fumer, qu'est-ce que j'ai sur la terre? Voilà, c'est un homme qui a très mal pris sa retraite et qui se croit foutu et qui a peur de mourir et qui a peur de souffrir, mais qui ne fait rien.
À un moment, on avait réussi tous les deux à diminuer, à fumer beaucoup moins. Il faisait attention à son alcool. Mais là, il ne mange pas et il boit. Il boit 1 litre de lait, c'est tout, par jour, avec du Nesquik, et puis il boit. Et il tient le coup comme ça. Depuis combien de temps, vous avez dit 20 ans? Oh, ça fait, oui. En 85, il avait été voir un docteur pour arrêter. Il avait eu des cachets, des comprimés qu'il n'a jamais pris. Je les ai jetés au bout d'une dizaine d'années. Et puis, il a repris de plus belle. Au fur et à mesure que la retraite arrivait, que le métier devenait de plus en plus dur, il était dans l'enseignement. Bon, c'est très dur, c'est sûr, l'enseignement. Un professeur qui avait été brillant et puis qui, d'un seul coup, n'arrivait plus à tenir sa classe. Moi-même, j'étais dans l'enseignement, je sais ce que c'est, mais j'ai pu m'arrêter de travailler à 50 ans. Lui, il a dû aller jusqu'au bout de son temps, quoi. Et c'est ça. Au moment où on pourrait être heureux, on pourrait voyager, faire des tas de choses, et il fait plus rien. Il adorait voyager. L'année dernière, il avait retenu un circuit en voyage, et puis au dernier moment, il a dit non, je peux pas, je pourrais pas supporter, t'as qu'à y aller avec une copine. Je me suis trouvé une copine qui a profité du voyage avec moi. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune activité, il est... Plus rien. Plus rien, oui. Il fait des mots fléchés, il fait des poèmes quand même, il écrit. Voilà, il écrit, et puis de temps en temps, il va faire un tour dehors quand même. Je lui dis, il faut quand même aller prendre l'air, parce qu'ici, il n'y a que du gaz carbonique dans la maison. Hein. Alors, de temps en temps, il m'obéit. Là, il mangera 2-3 bouchées le soir, quoi. Ça lui donne un petit peu d'appétit quand il va dehors. Et il n'y a rien à faire, Et oui, donc il a quand même, il a quand même le désir qui lui reste se traduit au niveau de la sexualité. Il y a quand même oui. Quand il dit finalement c'est le seul appétit qui lui reste dans cet appétit de vivre. Bon, il y a ça, cette énergie qui lui reste, c'est la libido. Mais pour le reste, il semble quand même assez dépressif. Oui, oui. Donc il y a quand même cette énergie-là qui lui reste et qui est importante. Donc si en plus il n'arrive pas... Alors il arrive quand même à avoir des érections. Oui, mais qui ne durent pas. Eh ben oui, forcément. Qui ne durent pas. Forcément, parce que l'alcool et le tabac intense, mais surtout l'alcool joue sur ces érections. Hein. Ça c'est évident. Hein. C'est évident. Puis je crois qu'il avait un début de maladie qui fait que le sexe est un peu courbé, vous voyez. Ça ne peut pas pénétrer en plus. Donc moi, ça me fait très mal. Et il n'a pas vu le médecin pour cela? Si, on est allé voir un neurologue qui a dit, écoutez, il existe une opération, mais ça c'est déjà il y a une quinzaine d'années. Et puis il lui a dit, ça ne réussit pas toujours et ça fait très mal. Donc il n'a pas voulu s'en occuper. Bon, ça n'a pas empiré, si vous voulez, mais il y a quand même déjà ça en plus. Voilà. Oui, mais ça peut être... je veux dire, finalement, il y a peut-être certaines positions qui peuvent être mieux adaptées que d'autres, au fond. Oui. Mais derrière cela, au-delà des répercussions que cela a sur votre sexualité, est-ce que dans votre relation, reste quand même constructive, harmonieuse? Parce que ça doit être difficile de vivre avec quelqu'un qui est aussi replié et qui s'alcoolise comme ça. Oui, qui s'alcoolise, Bon, le matin, ça va à peu près, enfin, il se lève à 9h le matin. Le matin, ça va à peu près, c'est vers 3-4 heures d'un seul coup, boum, il n'y a plus rien qui va, il se met en colère pour un oui, pour un non. Oui, quand même, oui. Ah oui. Je me mets dans un petit coin de la maison, heureusement on a une grande maison, je me mets dans un coin, lui dans l'autre, et puis on essaie de... Voilà, puis il veut pas divorcer. Déjà il y a 15 ans j'ai essayé, au début de ma retraite j'avais voulu divorcer, parce que moi j'étais en retraite, donc je me suis dit il faut que je laisse tomber. Et puis bon les menaces, j'ai dit je vais attendre jusqu'à ce qu'il soit lui en retraite. Et puis j'ai fait une deuxième tentative, non. Quel genre de menaces? De menaces, de faire sauter la maison. Parce qu'il ne veut pas la partager. C'est lui qui l'a construite avec un maçon. Il a été très courageux. Il a donné beaucoup trop de son temps. Il a fait cette maison en 5 ans. Bon, je ne lui réclamais même pas la maison, mais juste une petite aide pour que moi je puisse me loger ailleurs si je m'en vais, quoi. Si je quitte cette maison. Il veut rester tout seul dans la maison.
Et des fois, il me met à la porte, il dit, mais va chez tes filles, va faire des voyages, trouve-toi un homme, tout ça, puisque moi, ça ne marche pas. Voilà. Mais je reste là parce qu'il fait des comas éthyliques. Hein. Il m'en a fait une 40aine l'année dernière. Oh là 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 là, rien qu'en un an. Oui. Et puis là, ça va mieux parce que je lui achète de l'alcool un peu moins fort, qu'il a accepté avec beaucoup de mal, mais enfin, de l'alcool un peu moins fort. 40 degrés au lieu de 45, à raison de 10 à 13 bouteilles par mois. C'est beaucoup, hein. Je ne sais pas comment il fait pour tenir. Il pèse plus que 47 kilos. Oh là 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 là. Ouais. Et il mesure combien? Et il mesurait 1m70. Là, il se voûte. Il mesure peut-être 1m68, quoi. Ben, comme moi, il a perdu 2-3 cm. Il a quel âge, vous m'avez dit? Lui, il est un peu plus jeune que moi. Il fait 10 ans de plus que moi, puis il est plus jeune que moi. Lui, il a 66 encore. Oh là là. Ouais. C'est terrible. Il a perdu sa maman. Il avait de très mauvais rapports avec sa maman. Sa maman a vécu jusqu'il y a 5 ans, 2005. Oui, ça fait 4 ans. Ouais, 5 ans maintenant. Ça fera 5 ans. Et je me disais, quand sa maman va décéder, ça va aller mieux. Parce qu'il se sentait prisonnier de sa maman. Elle était fils unique, elle était mère poule et tout ça. Je me disais, quand sa maman ne sera plus là, ça va aller mieux. On sera tout seul, j'aurais pu m'occuper d'elle et tout. Eh ben non. Ça n'a rien arrangé. Je cherche des causes, hein, parce que... Bon, lui, bien sûr, il dit que c'est de ma faute. Hein. C'est sûr, c'est ma faute. C'est moi qui me refuse à lui. Oui, mais enfin, il s'alcoolisait avant. Ah oui. Hein, c'est venu tout doucement, insensiblement. Il a arrêté d'aller à la cantine au collège où il travaillait pour revenir à la maison, pour pouvoir boire un petit peu l'apéritif à midi, boire un petit peu de vin. Après, il s'est arrangé à la fin de sa carrière pour ne travailler que le matin, pour pouvoir revenir chez nous et s'alcooliser tout l'après-midi, quoi, tranquillement. Mais il n'est jamais ivre. Il est capable de parler, de jouer à la belote, de faire des mots fléchés, et puis d'un seul coup, il tombe sur la table, bon, puis c'est tout, quoi. Et vous n'avez plus de relations sexuelles depuis combien de temps? On essaye. On a encore essayé là au début de l'année, et puis ça se termine toujours mal, hein, parce qu'il se met en colère, il me dispute, parce que moi, ça me Parce qu'en fait, c'est ça, ces érections ne durent pas. Ben oui, ça dure pas. Alors je lui dis, mais on peut faire d'autres choses, faire comme quand on était jeune. Oui, après on n'avait pas le droit. Ben oui. Il n'y a pas que la pénétration. Ben oui. Oui, mais lui, au fond, il devient agressif dans ces moments-là. Oui, c'est là qui me repousse carrément, quoi. Oui, ça le rend agressif de voir qu'il ne peut pas maintenir ses érections. Ouais. Oui, mais là, je crois, alors pas dans ces moments-là, parce que il est certainement très humilié. Donc, comme il se sent humilié, il rejette la faute, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de faute, il rejette la faute sur vous, hein, c'est-à-dire plutôt que bon, voilà, il a besoin de décharger sur vous la responsabilité. Mais je crois qu'à un autre moment où c'est un peu plus apaisé entre vous, dire que finalement, il y a quelque chose, enfin, que pour vous j'allais dire d'insupportable de le voir se détruire à petit feu. Parce que vous me disiez quelque chose qui a quand même retenu mon attention, Daniel, c'est que vous lui achetez de l'alcool moins fort. C'est-à-dire que vous-même, on voit à quel point c'est compliqué de vivre avec une personne qui s'alcoolise, parce qu'il y a tout un jeu relationnel qui s'installe, qui est soit où le conjoint est pris dans un drôle de système, où soit il est dans l'interdit, hein, de cacher, de détruire les bouteilles, ce qui n'est pas non plus un bon système, parce qu'il est vécu comme celui qui censure, la personne qui s'alcoolise va essayer de dissimuler, va continuer à s'alcooliser, mais en dissimulant. Soit il devient quelque part, et ne le prenez pas mal, je vais mettre beaucoup de guillemets, mais
complice, c'est-à-dire finalement, il va dire bon, de toute façon, je ne peux pas l'empêcher de boire, mais alors je vais essayer de trouver des dérivatifs. Alors effectivement, vous lui prenez des alcools moins forts, voyez, dire bon, je vais essayer de trouver quelque chose. Donc il y a tout un jeu relationnel comme ça dans le couple qui se met en place, et c'est très difficile de trouver la bonne attitude à adopter. Mais c'est très compliqué. Ça fait très longtemps, je lui dis, mais écoute, je te demande pas d'arrêter tout, mais de diminuer progressivement. Et moi, je ne peux pas l'arrêter, parce que je sais très bien que si je l'arrête de moi-même, il sera encore plus malade. Mais surtout, il faut des cachets. Mais surtout, Daniel, vous ne pouvez pas, vous n'en avez pas le pouvoir. Non. C'est-à-dire que c'est ce qui est terrible lorsque l'on vit aux côtés d'une personne qui est dépendant, alcoolique, c'est que il y a ce constat d'impuissance. Alors, ce que j'entends chez vous, fort heureusement, c'est que ça ne semble pas vous entraîner sur un versant dépressif. Ce qui malheureusement est très souvent le cas pour les conjoints de personnes alcooliques, c'est que de ne pas arriver à sortir leur conjoint de l'alcoolisme malgré l'amour qu'elle leur porte, c'est de se dire malgré cet amour, je n'arrive pas à le faire arrêter, donc elles en perdent souvent toute estime d'elles-mêmes et elles peuvent tomber dans la dépression. Je ne sens pas ça chez vous, Daniel. Je vous sens assez combative. Oui. J'essaie. Tout le monde me dit, mais comment tu fais? Je tiens pour mes enfants, pour moi, pour lui, parce que je veux quand même essayer d'en faire quelque chose. Est-ce que vous avez pris contact avec des associations telles qu'Alanon, même les alcooliques anonymes, ou Alanon aussi qui s'occupe, qui fait des groupes de parole pour l'entourage justement de personnes dépendantes alcoolisme. Les codépendants, ça s'appelle. Voilà, oui. Non, moi j'en ai pas. Mais lui a essayé l'année dernière, au mois de juillet-août, il est allé à une association où un docteur remplaçant l'avait envoyé. La psychologue qu'il a reçue lui a dit au début, tout au début. En plus, vous étiez prof. Elle s'est foutue de lui parce que c'était un prof. Mais je regrette, il y a beaucoup de profs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de curés qui sont pris par l'alcool, justement. Bien sûr, ça touche toutes les catégories sociales. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ça a suffi à la cure. Je fais une cure tous les ans. Je l'ai envoyé voir mon docteur de cure à qui j'avais déjà parlé du problème. Oui. Il m'a dit, à la visite suivante, il m'a dit, madame, je crois que vous pourrez rien faire. Votre mari se ferme à toute solution, de guérison, à tout essai de sevrage, quoi. Mm-hmm. Et notre docteur de famille ici, il est parti une fois en claquant la porte, mon mari. Justement, quand le docteur lui a dit, mais écoutez, arrêtez déjà la cigarette et puis diminuez la cigarette et vous verrez que ça ira mieux. Vous voyez, il a pris la porte, il est parti. Oui. Ouais. Une tête. Est-ce qu'ils ont essayé de soigner peut-être un peu l'état dépressif ? Mais alors le problème, c'est que s'il n'arrête pas de boire, on peut pas lui donner on peut pas. Si on pourrait, mais lui donner des médicaments, des antidépresseurs s'il s'alcoolise, ça va faire très mauvais ménage. C'est ça le problème. Je crois qu'il n'y a que l'Urbanil qui fonctionne pour les alcooliques. Le problème, c'est que parce que ça va faire, sinon ça va. On peut pas donner. On peut pas donner à la fois des médicaments, si vous voulez, et ça ne va pas du tout avec l'alcool. Oui, non. Moi, je pense toujours à la cure avec psychologue. Oui, il faudrait qu'il soit hospitalisé, qu'il accepte un sevrage, mais ça ne peut venir que de lui. Mais je crois que par rapport à la sexualité, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, quand il vous dit qu'il s'énerve, c'est notre relation qui souffre. La sexualité, finalement, c'est bien sûr, c'est une partie de notre relation, et c'est-à-dire que c'est pas lui en parler au moment où vous avez la relation intime, parce que là, il ne peut rien entendre, il est trop en colère, trop humilié, trop blessé. Mais à un moment où vous êtes, je vous dis, plus calme, plus apaisé, et lui dire, c'est notre relation qui souffre.
Et notre relation, parce que finalement, depuis que tu es en souffrance, alors peut-être dire finalement, s'il ne veut pas entendre parler lui de sa souffrance, si pour le moment il est dans un déni là-dessus, eh bien parlez de vous. C'est-à-dire que lui, peut-être que bon, pour le moment, il refuse d'entendre, il ne veut pas qu'on parle de lui, de sa souffrance. Eh bien, au moins, vous pouvez parler vous de votre souffrance. Dire moi, je souffre. Cette relation me fait souffrir. Je souffre de te voir t'abîmer. Je souffre de. Moi, fais-le pour les enfants. Pour l'image du grand-père. C'est un grand-père qui ne supporte pas ses petits-enfants. C'est terrible. Il y en a 9. Alors attention, si vous voulez, dans ce genre d'échange, ce qui est toujours très difficile, et je comprends, c'est que ça bascule pas pour que ça reste constructif. Et je sais que c'est très compliqué quand on en a gros sur le cœur, Daniel. C'est que ça bascule pas dans le reproche. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se sentent pas accablés. De dire au fond, tu vois, même tes petits enfants, tu les supportes pas parce que vous allez retomber dans le tu ne supportes pas, voilà. Donc essayez de garder le jeu parce qu'au fond vous ne pouvez parler qu'en votre nom, puisque lui semble-t-il se refuse pour le moment à aborder quoi que ce soit de lui. Dire moi, je souffre dans cette relation, je souffre de ne plus rien partager avec toi, on ne peut plus voyager, on ne peut plus sortir, on ne peut plus, on n'a plus de vie sociale. Donc effectivement, tu dis ça se répercute sur notre sexualité, oui, parce que la sexualité c'est aussi c'est le résultat de tout ça, c'est de ce qui se joue dans notre relation, de tout ce qui s'est passé dans une journée, de tout ce qu'on a pu échanger, de tout ce qu'on a pu vivre. C'est pas quelque chose que uniquement mécanique. Et puis je souffre de voir que tu te détruis comme ça et d'être là impuissante à te voir te détruire. Et il y a plein de choses qui ont été essayées et peut-être, quitte à lui dire Daniel que s'il continue dans cette voie-là à s'obstiner, à ne rien vouloir faire, qu'après tout, vous n'êtes pas obligé de subir tout ça. Ça fait longtemps que je le subis, oui. Vous n'êtes pas obligé. Oui, mais maintenant je me dis, j'ai tenu 15 ans comme ça, parce que moi ça fait déjà plus de 15 ans que je suis à la retraite là. Oui, je sais. Oui, mais après tout, c'est aussi, vous savez, Daniel, ce qui peut, à un moment, je parlais d'une éventuelle complicité tout à l'heure, c'est aussi ce qui peut, à un moment, provoquer quelque chose, c'est-à-dire, il est enfermé dans une passivité. Où vous êtes là, au fond, c'est-à-dire il menace de mettre le feu, enfin détruire la maison, détruire, il se détruit, alors c'est détruire la maison, mais ça ne vous oblige pas, vous, à subir. Certes, il est en souffrance, mais vous l'entendez, mais ce n'est pas une raison pour vous subir comme ça. Et remarquez, de temps en temps, je m'en vais quand même. Il faut que de temps en temps, je me sorte de cette mouise. Je vais dans ma famille un petit peu. Heureusement, j'ai des frères et des sœurs compréhensifs. J'ai des amis de ma plus tendre enfance encore qui connaissent le problème. Et quand je m'en vais, il se tient mieux, figurez-vous, parce qu'il est tout seul. Il a la voiture pour lui. Et moi, quand je suis là, je ne le laisse pas conduire. Il n'est jamais en état de conduire puisqu'il boit tout le temps. Et des fois, je me dis, peut-être que si je m'en allais plus longtemps, ça irait, il se prendra en charge un peu plus facilement. Mais je vous dis que à un moment, il y a une forme comme ça de passivité où quelque chose qui s'est installé, où il sait que vous êtes là, ou ça. Je veux pas dire qu'il est bien, évidemment qu'il est pas bien. Mais vous non plus, vous n'êtes pas bien. Donc après tout. Il est dans ça où il s'auto-détruit. Vous avez le droit de dire que vous souffrez. Soit à un moment, il décide, lui, de faire quelque chose. Si rien ne bouge, vous tirez le signal d'alarme. Si rien ne bouge, vous n'êtes pas obligé de le suivre dans cette pente descendante.
Un message d'Annie qui dit il y a beaucoup d'alcooliques effectivement dans l'enseignement et la MGEN propose des cures. Peut-être vous pourriez vous renseigner. Oui, je sais. Il y a le subversif qui dit il se détruit d'une gangrène intérieure dont le symptôme est alcoolique, tabagique, etc. Imposez un choix entre vous, le soin d'une part, et son autodestruction. Il faut pas mélanger les choses. Hein? Oui. Mais je crois qu'il faut vraiment, à un moment, vous voyez, faire un bilan là. Faire un bilan et aussi vous positionner. C'est pas être dans la culpabilisation, mais c'est aussi vous positionner par rapport à ça. Mais j'ai toujours peur du suicide aussi, de lui. C'est une forme de suicide lent, hein? Oui, je sais bien. C'est une forme de suicide. Si un jour je le mets trop, si je lui donne un marché trop sévère, j'ai peur qu'il... Vous voyez, des fois, il s'en va se promener, il ne revient pas, j'ai toujours peur, je sais pas, j'ai peur. Oui, mais d'une certaine façon, vous assistez à son autodestruction. De toute façon, oui. De toute façon, hein? Oui. Donc, il vous met dans un état d'impuissance qui est aussi très angoissant pour vous-même. Oui, j'ai pas besoin de ça. Non, vous n'avez effectivement pas besoin de ça. Donc, à un moment aussi, réagir, mettre des choses comme ça, c'est aussi... quand on voit quelqu'un se noyer, on ne reste pas au bord de la berge, en principe, à regarder l'autre se noyer. Oui, et puis il ne faut pas que je tombe moi-même dans l'alcoolisme. Dans la dépression aussi, parce que c'est pas... Dans la dépression, voilà. Oui. Parce que et vous n'êtes pas sa mère? Je ne suis pas sa maman. Non. Non, sa maman, il ne pouvait pas la supporter. Oui, mais enfin, vous savez, il y a beaucoup d'ambivalence dans ces rapports-là. Hein. Ouais. Donc ça vaut le coup de mettre les choses vraiment à plat, là. Hein. Oui. Bon. Vraiment. Je vais encore essayer, oui. Oui, ça vaut la peine, hein, vraiment, Daniel. Oui. Ça vaut la peine. Bon courage. Hein. Allez, je vous remercie. Au revoir, Daniel. Bonne soirée. Au revoir. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi, heure à laquelle vous allez retrouver Taratata. Alors, sans plus attendre, je vous propose de retrouver Joël qui est avec nous au 39 21, numéro que vous pouvez composer jusqu'à minuit et demi. Et toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code de nuit ou par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis content déjà de vous avoir parce que c'est pas évident. C'est pas donc. J'ai composé plusieurs fois le numéro et j'ai pas réussi à vous avoir. Donc je suis content de vous avoir ce soir. Mon histoire est pas évidente. Hein. J'ai perdu donc j'ai perdu ma fille qui avait 6 ans. Et ça a été donc c'est pas une histoire, ça se vit pas quoi. Je veux dire, je sais pas comment. C'est arrivé quand? Il y a 3 ans. Oui. Il y a 3 ans. Elle a eu une leucémie, hein, votre petite fille. Ouais, tout à fait, une leucémie. Donc voilà, donc une leucémie, donc. Mais c'est pas évident, c'est pas vivable, c'est difficile. Oui, terriblement difficile. Oui. Et je sais pas, mettre des mots sur une réaction, sur une situation, c'est indicible, je peux pas vous dire. Par rapport à des parents, et de la situation, donc avec mon épouse, on est divorcés actuellement. Vous avez divorcé après le décès de votre petite fille?
on a divorcé en fait. On a divorcé. Ce drame vous pensez est à l'origine de votre rupture, vous a éloigné, vous avez vécu, vous n'avez pas pu... Réellement, je pense. Ouais. Je ne veux pas donc mettre un... voilà, donc... Oui, c'est compliqué de dire, évidemment, précisément, mais vous avez été chacun enfermé dans votre douleur, vous n'avez pas pu... Ça a été donc une douleur, mais infernale. Infernale. Je peux pas exprimer la douleur. Ben, vous dites, oui, indicible. C'est une douleur... C'est indicible, c'est infernal cette douleur. Ça a été donc... on a subi. Et voilà, donc il y avait un petit bout donc à côté, et puis on a subi quoi. Déjà pendant sa maladie, vous avez déjà pendant la maladie de votre petite fille, c'était comme ça, vous aviez senti un éloignement ou... Oui. Ça a grandi, enfin c'est fou, hein, c'est fou, parce qu'on était très proches, oui. Mais on a senti donc, franchement, réellement, je vous suis sur la description, franchement, il y a eu un éloignement, oui. Oui. Il y a eu cet éloignement et on s'est éloigné. Oui. Ouais. Et ça a été donc, énorme. Et je l'ai subi. J'ai l'impression de l'avoir subi. Voilà. Je l'ai subi. Vous avez subi quoi ? Cet éloignement, oui. Ouais, et oui, vous ne pouviez... vous ne pouviez... j'avais l'impression que je pouvais être proche, mais j'ai subi un éloignement. Voilà. J'ai subi un éloignement. Mais vous ne pouviez pas... vous étiez happé par ce qui se passait à ce moment-là, par la maladie de votre petite fille, par le fait d'être présent autour d'elle, auprès d'elle, et vous pouviez pas être... simplement, donc, je voulais être présent, j'étais présent, mais j'avais l'impression que j'avais une épouse qui était donc... qui pouvait être aimante, hein, mais sincèrement qui était loin. Loin de tout, quoi. Et oui. Loin de tout. Et je voulais être présent et j'étais loin de tout. J'étais loin de tout. Oui. Et voilà. Et j'ai perdu ma fille, quoi. J'ai perdu ma fille et ça a été, pour moi, ça a été énorme. Vous ne pourrez pas imaginer à quel point ça a été énorme. J'aimais ma fille. Et ça a été énorme. Énorme de la perdre. Énorme d'être loin. Énorme. J'étais un papa. J'aurais voulu être présent. Mais je n'ai pas été un papa présent. Pourquoi dites-vous ça ? Vous étiez loin au moment où vous n'avez pas pu être présent, au moment... ma fille est morte dans mes bras. Donc vous étiez auprès d'elle, Joël ? Ma fille est morte dans mes bras. Oui. Et pour moi, vous pouvez pas imaginer à quel point donc ça a été énorme. Ma fille est morte dans mes bras. Donc j'ai enterré ma fille. Enfin, j'ai accompagné ma fille. Mais ça a été énorme. Où était votre épouse à ce moment-là ? Elle était auprès de vous ? Ignoble.
Comment ça? Si vous voulez, donc, il y avait les copines. Il fallait se démontrer. Donc, on était présente. Voilà. On était présente et puis il fallait donc se démontrer. Mais je comprends pas. Je comprends pas ce que vous voulez me dire là. Il fallait qu'elle soit présente. Il fallait que, oui. Il fallait donc qu'il y ait des personnes. Il fallait donc qu'elles puissent se démontrer. Voilà. C'était non, c'était ignoble. C'était ignoble. Mais pour ma fille, enfin, c'était ouf. Je l'aime. Voilà, je l'aime. C'est tout ce que je peux dire. Je l'aime. Je l'aime. Et c'est quelqu'un d'important. Vous savez, Joël, ce qui est très difficile quand un enfant est malade et aussi gravement malade au point d'en mourir, c'est que souvent, je ne sais pas si vous avez ressenti ce sentiment-là, mais souvent il y a un sentiment inévitable, malheureusement, de culpabilité chez chez les parents. C'est comme si... Tout à fait, oui. Comme si... Oui. Je sais, mais... Qu'est-ce qu'on lui a transmis? Qu'est-ce qu'on a... Exactement. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On veut pas l'entendre. Oui. On veut pas l'entendre. Je le conçois. Comment dire? Je l'entends. Mais je veux pas l'entendre. Non, mais ce que je vous dis, il est évidemment, il n'y a pas de raison parce que, vous voyez, une leucémie, personne n'est responsable. Mais il est irrationnel, mais il existe. Et parfois, ce sentiment éloigne terriblement les parents. De même que la souffrance, comme vous avez dit à plusieurs reprises, énorme. Et dans ce énorme, on entend tellement de choses, tellement votre désarroi, tellement de douleur. Mais bien sûr. Que la souffrance peut vous a éloigné à des années-lumière l'un de l'autre. Vous aimiez tellement tous les deux votre enfant et en même temps vous ne pouviez plus rien communiquer, tellement vous étiez anéantis de douleur. Mais écoutez, ça me fait du bien de vous entendre et ça me fait du bien d'entendre autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Tout simplement parce que j'ai beaucoup culpabilisé. Par rapport à quoi? Je me dis qu'en tant que papa, peut-être que j'ai pas été présent. Papa divorcé, donc en plus. Donc j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à une situation. Et maintenant, je me dis que finalement, par rapport à ma fille, oui. Je me dis que il y a peut-être autre chose qui s'est fait et qu'il y a peut-être donc par rapport à elle qu'il y a peut-être donc un espoir, enfin qu'il y a peut-être autre chose. Oui. Voilà, il y a autre chose. Oui. Il y a autre chose. Je crois que vous avez été extrêmement présent pour elle, Joël. Extrêmement présent, et je crois que
ne rajoutez pas de la souffrance à déjà tellement de douleur. C'est n'êtes absolument pas. Par rapport à ça, parce que ça m'apporte beaucoup. Votre message m'apporte beaucoup. Voilà. Mais je crois que surtout vous êtes déjà tellement malheureux, et le mot est faible de la perte de votre petite fille, que en plus ne vous sentez pas responsable de cette séparation, parce que je crois que aussi bien votre épouse que vous-même vous débrouillez comme vous pouvez face à ce drame, et que peut-être justement même le fait de rester ensemble vous ramenez trop à ce drame et à votre petite fille, et que la seule issue c'est de continuer chacun de votre côté. C'est peut-être la seule voie que vous avez pu trouver pour survivre. Tout à fait. Donc vous n'êtes en aucune façon responsable de cette séparation, vous la subissez, mais vous n'en êtes pas responsable. C'est peut-être la façon que vous avez trouvé l'un et l'autre pour survivre. Je tiens à vous remercier, parce que vous m'avez beaucoup apporté. Je suis pas... Je me sens donc... je suis pas très bien. Je comprends. Voilà, je suis pas très bien. Je suis donc... je suis en pleurs, mais bon, ça va passer. Mais je tiens à vous remercier, sincèrement, pour la conversation qu'on a pu avoir. N'hésitez pas, Joël, si vous vous sentez pas bien, de nouveau un soir comme ça, et que vous éprouviez le besoin de parler, même de façon brève, à rappeler. Voilà. Je tiens à vous remercier. Je vous embrasse, Joël. Oui, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Karine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Déjà, je suis très émue du témoignage de Joël. Oui, c'est un témoignage difficile. Ça m'a un petit peu déstabilisée, tout ça. Oui. Oui, je comprends. Oui, c'est difficile d'entendre voilà. telle douleur. Moi, je suis bien contente aussi de vous avoir. Je vous écoute tous les soirs. Merci. Et je voulais vous parler de mon histoire. En fait, j'ai rencontré quelqu'un il y a plus de 4 ans. Oui. Un homme marié. Oui. Et aujourd'hui, je suis sans nouvelles de lui. J'ai eu des nouvelles de lui avant les fêtes, qui voulait me revoir. Et aujourd'hui, je n'ai toujours rien. Et je perds tout. Je suis pas bien en moi, je suis triste et je suis désagréable avec tout le monde. Et Mais il a subitement cessé le contact avec vous, tout contact avec vous, puisque vous me dites, perdu de vue. Comment? On s'était perdu de vue. Pour quelle raison? Je sais pas trop. Après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre que je me suis installée avec. Ah oui, d'accord. Donc, ça fait 4 ans que vous connaissez cet homme marié, mais entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Oui? Oui. Oui. Donc, vous avez rencontré un autre homme avec lequel vous avez vécu? Oui. Dont je suis plus avec, d'ailleurs. Et juste après cette rupture, j'ai revu cet homme marié, dont je pensais que j'allais plus jamais revoir. Par hasard ou vous l'avez décidé? Par hasard. Oui. C'était dans un magasin, on s'est rencontrés. D'accord. Et j'ai pas été
j'ai pas fait attention à lui. Juste des regards, c'est tout. Et en sortant du magasin, il m'a attendu. Il a voulu discuter avec moi. Et en discutant, et à la fin de la conversation, il m'a demandé mon numéro et qu'il voulait bien me revoir. Voilà, je lui ai rien demandé, je lui ai rien... et ben aujourd'hui, voilà, c'est moi qui ai mal... c'est moi qui est pas bien. Il vous a demandé votre numéro en même temps, il avait? Non, parce qu'on se voyait dans un endroit tous les week-ends et voilà quoi. Il a jamais eu votre numéro de téléphone? Non, auparavant. En 4 ans? Oui. D'accord. Ouais. Et il a su que vous aviez une histoire avec cet homme? Oui. Et à ce moment-là, donc, il ne se manifestait plus auprès de vous? Il me disait que... il m'avait dit qu'il avait été... qu'il voulait me revoir, justement. Il avait été à mon ancienne adresse, car il la connaissait. Oui. Et qu'il me trouvait pas. Mm-hmm. C'était normal, j'avais déménagé. Et voilà, quoi. Donc, je sais pas si je dois attendre qu'il m'appelle, qu'il se manifeste. Ou tout en sachant que je pense beaucoup à lui et qu'il n'y a que lui qui... Voilà, quoi. Il n'y a que lui qui... que j'ai envie de voir, que j'ai envie de... Parce que je suis mal dans ma peau et tout ce qui est autour de moi, je me sens mal. Avec tout le monde. Oui, mais pourtant, Karine, ça me semble quand même assez clair dans la mesure où cet homme déjà, bien qu'il ait votre numéro, ne vous rappelle pas. Donc, s'il était aussi pressé que cela de vous revoir, il vous aurait déjà contacté. Et puis, de toute façon, il n'a rien à vous proposer. Non. Puisque depuis 4 ans, il ne se passe rien. Non. Donc vous vous rendez malheureuse pour un homme qui de toute façon n'est pas disponible pour vous. Il n'a rien à vous proposer. Oui, je comprends bien que de toute façon, ça ne sera pas avec qui je vais faire ma vie, quoi. Je vais finir, étant donné qu'il est marié... Mais bon, ce que je sais que quand on se voit, il y a quelque chose, quoi. Oui, mais je crois que vous idéalisez un peu cet homme. En fait, je me refuse à tout autre homme. Voilà. Pas tant que ça, dans la mesure où vous avez quand même vécu une histoire. Oui. Tout en étant dans ces 4 ans où vous avez été avec lui, vous avez quand même vécu une histoire vraiment véritablement, puisque vous vous êtes même installé avec cet homme. Oui. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qui fait que vous vous êtes séparés? Comment? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Pourquoi vous êtes-vous séparés? Je pense qu'il était un peu jeune pour moi. Vous avez quel âge? Il avait quel âge, cet homme? 25 ans. Oui. Et vous avez quel âge? 36. Oui. Et cet homme marié est plus âgé que vous? 33 ans. D'accord. Bon. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai d'autres propositions. Je pourrais avoir quelqu'un, mais je m'y refuse totalement. Je veux pas... Je suis bloquée. Oui, mais Karine, ce qui est quand même bon signe, c'est que malgré tout, voyez, cet homme de 25 ans, vous ne vous êtes pas bloqué avec lui. Vous avez accepté
de vivre quelque chose. Ça, c'est plutôt bon signe. En revanche, cet homme, là, vous savez qu'il n'y a rien de possible. Donc là, vous n'êtes pas bien parce que avec cet homme de 25 ans, ça n'a pas marché. Donc vous vous réfugiez de nouveau dans le rêve et dans l'illusion, d'une certaine façon, avec cet homme marié, qui doit correspondre à un certain idéal. Il faut réfléchir à quoi ? En fonction de votre histoire, que je ne connais pas, mais que vous connaissez. Donc vous pouvez travailler là-dessus. Réfléchir à quoi cet homme vous fait penser en fonction de... Il doit avoir certains caractères un peu... des choses un peu idéales en fonction de, voyez, de votre histoire. Comprendre pourquoi vous fixez sur ça et ce qui vous empêche un peu d'avancer. On pourra en reparler si vous le souhaitez un prochain soir. Là, je suis obligée de rendre l'antenne. Oui, d'accord ? Je comprends. Merci beaucoup. À bientôt, Karine. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit, un très bon week-end. Faites de jolis rêves. Il est maintenant l'heure de retrouver Nagui et Taratata. Et nous retrouverons lundi. Bien sûr, Fifi me montre une page. Si vous souhaitez réagir, revenir sur un témoignage, apporter votre éclairage, eh bien nous attendons vos réactions sur le site internet de l'émission dublanche.europe1.fr. Vous pouvez revenir, oui, sur tous les témoignages. Allez voir le nouveau site, vous verrez. Vous pouvez faire des commentaires, on en reparlera ensemble. Je vous embrasse très fort. Bon week-end. Ça y est, faut que je rende l'antenne, me dit Fifi. Ah, vous savez, il est exigeant, hein, Fifi. Allez, je vous embrasse à lundi. Au revoir.